Yann Sinovecki, qui est maître de conférence à l'université de Caen en Normandie, qui travaille sur l'histoire des jardins au XVIIIe siècle et donc qui va nous parler de Paris et ses jardins au siècle des Lumières. Merci Yann. Merci Martin, j'aurais besoin pour les slides. Je sais pas ce qu'il est. Ah, il est là. Oh, c'est peut-être Lise, je sais pas si elle... Désolé, hein. Ouais, pas de souci. Merci, voilà. Super. Bon. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup à la Fondation Luma de me donner l'opportunité de présenter ce livre qui est sorti donc l'an dernier aux éditions Champvallon dans la collection L'Environnement a une histoire, et je suis très heureux de pouvoir parler aujourd'hui d'une période qui n'a pas encore été représentée jusque-là dans ce symposium, c'est l'époque moderne, et Dieu sait que les chantiers sont encore très nombreux pour cette période. Grégory disait hier qu'il y avait encore donc beaucoup de chantiers, que certains objets avaient été délaissés. C'est le cas du deuxième empire colonial français, dont l'histoire environnementale reste encore à faire, mais il y a des espaces qui n'ont toujours pas été étudiés, qui ne l'avaient pas été jusque-là. C'est le cas par exemple des jardins royaux et princiers à Paris au XVIIIe siècle. Alors c'est un livre qui est issu d'une thèse de doctorat qui a été soutenue à Paris en 2019 à l'EHESS et qui est donc paru en livre. Alors ce livre s'est proposé de rompre avec trois présupposés qui étaient implicites ou explicites jusque-là. Tout d'abord, il y avait un présupposé qui était très très fort, c'était la question de ce débat entre naturel et artificiel. Un jardin urbain est-il plus artificiel ou naturel? J'ai envie de vous dire, il est les deux à la fois. Et il y a d'ailleurs un texte absolument magnifique de William Cronon, un historien américain, qui dit que l'arbre d'un jardin partage le même biome, le même biotope que l'arbre d'une forêt, et qu'il aurait très bien pu naître dans une forêt, et que notre attention envers ces arbres dépend de notre conscience environnementale. Alors il a fallu donc évacuer cette question, et puis éviter aussi peut-être de partir d'un schéma narratif qui était très commode, et pourtant c'est un genre que j'apprécie beaucoup aux États-Unis, c'est le genre des éco-biographies de villes. Vous savez, aux États-Unis, vous avez des éco-biographies de Seattle, de Boston, de New York, etc. C'est un genre qui est fascinant. Et souvent, le schéma narratif est le suivant. L'époque moderne est reléguée à un chapitre introductif. Un chapitre introductif où, en somme, il était une fois des non-humains, des puritains marginaux, des blancs et des Indiens, dont la coexistence va être progressivement perturbée par l'urbanisation, par le choc écologique de la rencontre. On comprend bien que ce schéma narratif est une variation justement du choc écologique de la rencontre qui a été thématisé par des historiens de l'environnement comme Alfred Crosby, par exemple. Or, évidemment, ce schéma narratif ne fonctionne pas en Europe et plus particulièrement en France où il n'y a pas cette nature déjà là face à une nature artificielle. Et donc, cette dichotomie nature-culture, on y reviendra, il va falloir la dépasser. Alors, il a fallu aussi rompre avec une vision romantique et hétérotopique du jardin ou de la figure du promeneur. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent, les études qu'on avait sur les jardins parisiens, royaux, c'est valable pour Versailles aussi, hein, très largement. Je me suis d'ailleurs beaucoup inspiré des travaux de Grégory Quenet, notamment son livre sur Versailles, dont il n'a pas parlé hier, mais qui est vraiment un livre pionnier dans les études sur l'environnement français. Eh bien, l'idée, c'était souvent que les jardins sont des espaces hors de tous les lieux et de tous les temps. Ce sont des espaces à la marge de la société. Et d'ailleurs, Michel Foucault a utilisé le concept d'hétérotopie en 1967 dans une conférence au Centre d'études architecturales de Paris. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hétérotopie? L'hétérotopie, ce sont les lieux qui sont hors du temps et de l'espace, sorte d'utopie inscrite dans l'espace. Ce ne sont pas tout à fait des utopies spatiales, puisque les hétérotopies sont effectivement situées dans l'espace. Et les jardins ont pâti en quelque sorte de cette vision hétérotopique, c'est-à-dire de les considérer comme à la lisière, à la marge de la société. Et cette vision a infiltré l'historiographie souterrainement parce qu'il était très fréquent de considérer que les jardins étaient isolés, des isolats au sein de l'espace urbain, au sein de la ville. Or, ce que j'ai essayé de faire dans ce travail d'histoire environnementale, c'était de reconnecter complètement les jardins à l'espace de la ville et à l'espace urbain. C'était de montrer qu'ils tissaient des liens très très importants avec tout un arrière-pays dont ils dépendaient pour leur approvisionnement en plantes, par exemple.
Alors troisième présupposé qui était très fort aussi, c'était justement cette séparation, cette dichotomie entre nature et culture. Qui a évidemment été forgé en partie par l'anthropologie structurale de Philippe Descola, l'idée qu'à partir du XVe siècle, dans les représentations iconographiques, et puis surtout au XVIIe siècle, avec la physique newtonienne, il y aurait eu une séparation entre les choses de la nature et les choses de la culture. Or, au XVIIIe siècle, quand on travaille sur les sources, on s'aperçoit que ce grand partage n'existe pas vraiment. Il y a plutôt des micro-partages, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. On a des riverains, on a des promeneurs qui écrivent à l'administration royale pour faire valoir leur propre conception de la nature, pour faire valoir leurs propres revendications sur l'espace. Alors, je vais vous présenter chapitre par chapitre ce que j'ai essayé de faire pour vous donner un panorama du livre. Et je voulais, avant cela, vous voyez, en quelque sorte, introduire cette image, qui est une image de Jean-Baptiste Hilaire, qui dessine pendant la Révolution française une série de vues, d'estampes, du Jardin des Plantes, qui devient, donc c'est le Jardin du Roi, qui devient en 1793 le Muséum national d'histoire naturelle, donc connu aujourd'hui sous le nom de Jardin des Plantes à Paris. Et donc, je trouve que cette iconographie, elle est formidable, parce qu'elle est une sorte de mise en abîme de ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est-à-dire de reconnecter toutes ces entités qui étaient séparées, des humains, des promeneuses, des enfants, des animaux, vous voyez ici les oiseaux au premier plan, mais aussi des zoos, des végétaux. Et donc je trouve que c'est une formidable mise en abîme de ce que j'ai tenté de faire dans ce livre. Et d'ailleurs, aucun des chapitres ne sépare nature et culture. Et donc ce que je me suis déjà attelé à faire dans un premier temps, c'est d'essayer de comprendre la nature végétale de Paris au XVIIIe siècle. Et je me suis posé la question de la conservation de la nature. Alors, on a dit hier qu'un livre avait été pionnier dans les études sur la conservation à l'époque moderne. C'est le livre de Richard Grove, évidemment, un Green Imperialism, Colonial Expansion, Tropical Island Aidance and the Origin of Environmentalism, 1600-1820. Richard Grove date les origines de la conservation de la nature au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, à l'époque des intendants, dans les îles tropicales, notamment les Mascareignes, l'île de la Réunion et l'île Maurice, avec des intendants qui auraient pour la première fois pris conscience des dégradations environnementales en faisant le lien entre l'érosion et le régime des précipitations. Alors la vision du coup qui a souvent été celle des historiens de l'environnement après ce travail pionnier, c'était de considérer que l'environnementalisme était né aux colonies. Et ça, c'était très important parce que ça rompait avec la vision selon laquelle l'environnementalisme était né aux États-Unis dans la droite lignée de la tradition des parcs nationaux. Alors ça, c'est un travail qui a été très important. Mais ce que j'essaie de montrer, c'est que, contrairement à ce qu'affirme souvent Grove, c'est que les milieux métropolitains n'ont pas été en reste. Et que la question de la conservation de la nature s'est posée à une autre échelle. Grégory l'a montré pour Versailles. Mais c'était aussi le cas à Paris dans un sens un peu différent. Mais il y a eu, il me semble, une profonde méprise sur ce que la conservation de la nature veut dire. Conserver au XVIIIe siècle, ce n'est pas du tout préserver au sens préservationniste, vous voyez, du XIXe siècle, avec justement ces parcs nationaux qui vont vouloir figer la nature. Au XVIIIe siècle, conserver, on l'a montré avec Grégory dans un article que l'on a écrit en commun en 2020, conserver, ça veut dire au XVIIIe siècle, maintenir les choses dans un état stable en tenant en compte justement le fait qu'il y a des flux de la matière. Le XVIIIe siècle, c'est le siècle de la chimie. On découvre la chimie des plantes, on découvre les mécanismes qui participent de la transformation des végétaux. C'est par exemple, on va y revenir, l'évapotranspiration, la photosynthèse. Et donc, la conservation de la nature se définit d'abord et avant tout comme une maintenance de ce qui se transforme sans cesse. Et en fait, en quelque sorte, la conservation du XVIIIe siècle, c'est une conservation qui n'est pas du tout conservationniste. Il s'agit de maintenir des processus qui ne cessent de se modifier, de se transformer. Ça, c'est quelque chose de tout à fait passionnant. Alors, on va inventer des dispositifs technologiques pour conserver les plantes qui n'existaient pas jusque-là. C'est l'apparition des serres dans les villes. Pensez à Londres, au jardin de Chelsea ou de Kew, mais pensez au jardin du Roi, à ces magnifiques serres qui sont représentées par Jean-Baptiste Hilaire et qui ont été construites donc en 1714 pour les premières. On est à la fin du règne de Louis XIV et je trouve que c'est un merveilleux exemple de la densité des réseaux impériaux à cette époque, puisque les serres qui ont été construites en 1714, elles étaient destinées à acclimater des plants de caféiers qui provenaient de Java, qui ont transité par Amsterdam, qui ont été offerts par le bourgmestre d'Amsterdam à Louis XIV pour être ensuite acclimatés aux Antilles. Donc vous imaginez un peu la densité de la connexion des réseaux impériaux. Mais ça ne se passe pas comme prévu. Et ce que je montre, en fait, c'est que contrairement à une vision très triomphaliste de l'acclimatation, qui a souvent été celle de l'histoire des sciences, la capacité en apparence infinie des sociétés à dominer la nature, à faire fi des vicissitudes naturelles, en réalité, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Et en travaillant sur les archives, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On s'aperçoit
que les serres ne parviennent pas à conserver les plantes, qu'il y a des problèmes de régulation du climat. On ne sait pas encore fixer parfaitement la température, malgré l'apparition des thermomètres dans les serres. On retrouve des jardiniers qui sont obligés de colmater les fissures dans les murs à l'aide de la mousse végétale importée de bois près de Paris. Bref, la question aussi des combustibles que j'ai posée dans ce livre. Et en fait, on est très très loin d'une nature qui aurait été complètement domestiquée par le pouvoir royal. Vous voyez, une sorte de fantasme de l'absolutisme environnemental qui domestiquerait complètement la nature. Alors conserver, c'est aussi, vous voyez, il y a ce corollaire, cette corrélation très forte qui est faite entre la conservation et la croissance. Au XVIIIe siècle, c'est très très fort. Conserver, c'est augmenter les ressources, c'est augmenter les richesses. Et on le retrouve dans la pensée physiocratique. Lisez par exemple l'article Grain de François Quesnay. Voilà ce qu'il écrit, car les richesses d'un État ne se soutiennent pas par elles-mêmes, elles ne se conservent et s'augmentent qu'autant qu'elles se renouvellent par leur emploi dirigé avec intelligence. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi dans cette présentation, c'est que cette micro-gestion à l'échelle de Paris ne va pas engager que le pouvoir royal, ça va engager aussi, je vous le disais, les riverains, les promeneurs, des individus qui parfois n'ont absolument aucune compétence en histoire naturelle ou en botanique et qui vont justement participer de ces régulations-là. Je vais vous donner un exemple très précis. On est en 1763, vous avez une riveraine du jardin du Luxembourg qui s'appelle Madame Dumarant, qui prend sa plume, qui écrit à l'administration des bâtiments du roi et qui, comme cela se fait d'ailleurs très très souvent, pour demander au contrôleur de Paris de l'époque, c'est un personnage que vous connaissez, Jacques Germain Soufflot, l'architecte de l'église Sainte-Geneviève, qui est contrôleur de Paris. Et donc, Madame Dumarant lui demande d'élaguer les arbres qui obscurcissent son logement et qui nuisent à sa santé. Alors, il est toujours très très difficile pour le pouvoir de statuer sur ce genre d'affaires apparemment très très triviales, mais je vais vous montrer que ça ne l'est pas du tout, parce que quelques mois auparavant, au Luxembourg, un jardinier s'était fait gentiment congédier pour avoir élagué sans autorisation les arbres dans le jardin. En même temps, vous voyez, il ne faut pas laisser les arbres étendre leur emprise sur les bâtiments voisins, parce que ça cause de l'humidité, ça cause de l'ombre, etc., etc. Et donc, face à ces plaintes qui se multiplient sur les élagages, le directeur des bâtiments va intervenir et va demander à Soufflot donc de faire élaguer les branches, et je cite, « et le plus promptement que la sève le permettra pour conserver les arbres ». Donc vous voyez que la question de la conservation va se poser même dans des affaires a priori extrêmement banales. Conserver, vous voyez, le flux de la sève, ce n'est pas du tout un hasard. Au XVIIIe siècle, on découvre en physiologie végétale les mécanismes de la circulation de la sève dans les arbres. Et donc, il ne faut pas perturber les mécanismes de la régulation de la sève. Ça, c'est absolument passionnant. Et vous avez d'ailleurs, si vous lisez, alors on ne va pas lire tout l'article, mais dans le dictionnaire d'agriculture de l'abbé Rosier, il y a cette idée que l'élagage des arbres peut être préjudiciable parce que l'on va perturber les flux de la sève. Et vous voyez, il y a un changement complet de paradigme par rapport au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, vous lisez tous les traités de jardinage de Lenôtre, de Boisseau. En gros, ce qu'on va dire, c'est l'élagage est bénéfique et nécessaire pour nos besoins humains anthropiques, parce que c'est beau, parce que ça répond à des besoins en termes d'artialisation, d'esthétisation de la nature, alors qu'au XVIIIe siècle, eh bien, les opérations d'élagage ou d'étêtage des arbres sont considérées comme des perturbations d'un ordre jugé naturel. Cette question de l'ordre naturel est très importante chez les physiocrates. Alors, quelques années plus tard, rebelote, la duchesse de Beauvilliers émet la même requête, arguant que les branches gênent la vue du jardin du Luxembourg et qu'il ne s'agit pas de la première fois qu'elle fait la demande. L'administration finit par acquiescer à sa demande, mais attention, non pas pour des raisons naturalistes ou des raisons scientifiques, mais parce que des refus multipliés de la direction des bâtiments du roi finiraient par causer du grabuge et du scandale. Le marquis de Marigny craignant d'être exposé à des objections mal fondées. Et en fin de compte, ce qui est très intéressant, c'est que ce ne sont pas les savoirs ou les savoir-faire naturalistes ou horticoles qui poussent l'intervention de l'administration, mais un ensemble de rumeurs, d'ouï-dire, de ragots qui menacent la légitimité politique et sociale de l'administration. Donc on a toujours une administration royale qui est obligée de composer, de faire avec, de fabriquer du compromis, de négocier, et ça c'est tout à fait passionnant. Alors je passe un peu plus vite. Le deuxième chapitre a été consacré à la façon dont on approvisionnait concrètement les jardins de Paris, puisque 0% littéralement de la flore est endogène et autochtone. Il faut approvisionner les jardins royaux. Alors comment ça se passe? Vous avez des pépinières qui sont fondées, vous en avez une dans le faubourg du Roule, dans le 17e arrondissement actuel de Paris. Vous en avez une autre à Marly, à côté de Versailles, qui approvisionne également les jardins royaux parisiens.
Et donc la pépinière du Roule, elle est complètement réaménagée et agrandie dans les années 1720. C'est elle qui va fournir en plan. Donc qu'est-ce qu'on fournit? Des ormes, on l'a vu hier avec l'intervention de Véronique Mur, des tilleuls déjà, des marronniers, qui est l'essence principale, qui n'est pas française puisque c'est le marronnier d'Inde qui est importé au XVIIe siècle pour être acclimaté dans les jardins de l'hôtel de Soubise au début. Et donc, ce sont les pépinières royales qui approvisionnent les jardins. Sauf que ça ne se passe pas comme prévu non plus. Donc là, je vous ai mis un plan de la pépinière du Roule. Je me suis amusé à faire des statistiques végétales très concrètes. Vous voyez, là, vous avez un tableau. Je me suis amusé à quantifier les plantes, les plants de pêcher, les poiriers sur cognacier, parce que là, vous avez tous les végétaux qui sont greffés. On retrouve ça dans les archives. Les archives royales conservent l'historique de tous les plants, chaque année. Donc ça, c'est absolument passionnant pour faire une histoire végétale de la ville à travers ces essences végétales. Et ce dont je me suis aperçu, c'est que les pépinières royales, elles ne fournissent pas seulement les jardins royaux, mais aussi les aristocrates et le clergé. Et il n'y a pas du tout de contradiction, en fait, à l'époque. Parce que les aristocrates participent aussi aux logiques de naturalisation et d'acclimatation. Souvent, vous avez de grands jardins aristocratiques, y compris dans Paris, où l'on fait pousser des végétaux étrangers, des érables, etc. Donc il n'y a pas de contradiction, sauf que dans les faits, ça finit par poser problème parce que les aristocrates et le clergé demandent de plus en plus de plants au détriment de la fourniture des jardins publics dans les années 1760-70. Et en fait, on est à un tel état de déséquilibre que la pépinière du Roule ne peut même plus fournir les regarnis élémentaires aux plantations des jardins royaux. Par exemple, typiquement en 1763, la pépinière du Roule ferme ses portes. Elle est délocalisée momentanément à Marly, sauf qu'à Marly, les sols sont beaucoup plus secs, beaucoup plus humides, ce qui fait que certaines essences ne pourront pas pousser. Et donc, corollaire de tout ça, vous avez donc des jardins royaux qui vont être obligés de s'approvisionner sur des marchés privés, parce que oui, au XVIIIe siècle, vous avez ce phénomène aussi d'apparition des pépiniéristes privés qui font commerce de leurs plants, principalement autour de Paris, donc Vitry, Montreuil, Fontenay-aux-Roses, etc. Voilà. Alors, que serait un livre d'histoire environnementale sans parler des animaux? Parce qu'il a fallu évidemment les traiter, et surtout, je me suis aperçu en me plongeant dans les cartons d'archives qu'ils étaient absolument partout. Ils sont partout dans la ville, et alors je vais vous donner, on va traiter de l'exemple du chien, mais avant de comprendre les transformations du statut des jardins, ce qu'il faut voir, c'est que par exemple le jardin des Tuileries était un parc de chasse. C'est quelque chose qui est totalement oublié, mais dans Paris, le jardin des Tuileries était un parc de chasse. Louis XIII d'ailleurs adorait la fauconnerie et l'oisellerie. Il s'adonnait aussi à la vénerie du sanglier. Alors on ne pratique pas la vénerie du cerf, vous imaginez, en pleine Tuileries, la superficie est bien trop dérisoire, on pratique la battue du cerf, plutôt sur des superficies beaucoup plus grandes, sur des grandes futaies. C'est la raison pour laquelle on aménage Chambord, Chantilly, puis Versailles pour chasser le cerf, mais le parc des Tuileries est avant tout un parc de chasse. Et il ne devient jardin, ça c'est très intéressant. On passe du parc au jardin à partir du moment où le jardin va s'ouvrir au public, à un public urbain. Et c'est le nôtre qui réaménage complètement le jardin des Tuileries dans les années 1660. Et donc, à partir de là, le statut de l'animal va être complètement transformé, puisque jusque-là, vous aviez une faune cynégétique, des faucons, des sangliers, etc. Et donc, qui on va retrouver principalement dans les jardins? Ce sont les chiens. Et ça, c'est très intéressant, parce que le chien est à la fois l'animal domestique par excellence de la société policée et bourgeoise du XVIIIe siècle. Vous voyez cette magnifique aristocrate avec son petit toutou en laisse, puisque la laisse commence à apparaître effectivement comme un dispositif de contrôle de l'animal à partir du XVIIIe siècle. Ça devient obligatoire, même dans certains jardins publics. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au XVIIIe, vous n'avez pas encore, comme dans le Code de l'environnement aujourd'hui, une délimitation juridique très stricte sur les animaux nuisibles, non nuisibles, qui sont délimités très, très précisément. On a bien la catégorie utile-non utile, nuisible, non nuisible, au XVIIIe siècle, mais ça relève davantage de catégories de perception évolutives qui s'ancrent déjà dans le Moyen-Âge et qui vont être réactualisées avec de nouvelles pratiques sociales comme la promenade. Or, les chiens, c'est un vrai problème, parce qu'à la fois, ils sont le symbole justement d'un nouveau rapport sensible à l'animal, mais de l'autre côté, en fait, la question, c'est pas tant la question épidémiologique, parce qu'on les abat souvent dans les rues de la ville. Oui, ce qui cause des maladies comme la rage. Sauf que dans les jardins, c'est pas trop ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que les chiens causent des dégâts aux parterres de fleurs. Et donc, la conservation des parterres va être la prérogative, la priorité principale. Et d'ailleurs, la législation devient de plus en plus draconienne. En 1748, par exemple, l'ordonnance du Jardin du Luxembourg, explicitement, dit la chose suivante: ordonnons aux Suisses, donc les gardes royaux, de fermer leurs portes en temps de pluie et de dégel, si aux heures qui leur seront désignées par le concierge, et à ne laisser entrer aucun chien qui ne soit tenu en laisse, et de tuer ceux qui seront trouvés en liberté dans le jardin. C'est radical, et face à ça,
Ça m'a paru très intéressant pour pister la mutation des sensibilités à l'égard des animaux. Vous avez des aristocrates, ce sont surtout des femmes, qui écrivent à l'administration royale et qui se plaignent que les chiens sont injustement abattus, que c'est absolument scandaleux et qu'il faut conserver l'espèce. Vous voyez, c'est écrit ici. Bon, je commence par avouer que ma faiblesse ou mon accusé, j'aime beaucoup les chiens. Je vous prie, monsieur, de suppléer de donner vos ordres pour que l'on conserve les jours de cette espèce canine. Et donc, on pourrait croire que ce sont des affaires très banales, très triviales. Ce n'est pas le cas, puisque le pouvoir royal indique très clairement dans les notes marginales qu'il faut prendre cette affaire au sérieux. Le marquis de Marigny, qui est directeur des bâtiments du roi, explique qu'il faut justement temporiser, rassurer les aristocrates. Et donc, c'est d'ailleurs, à ma connaissance, la seule fois dans l'histoire des bâtiments du roi que l'on nomme explicitement, que l'on crée un nouveau poste de toute pièce, un garde-parterre. Ouais, un garde-parterre, c'est exactement comme ça qu'on l'appelle, pour surveiller les parterres, pour veiller à ce que les Suisses ne tirent pas à feu sur les chiens, pour que les chiens n'empiètent pas sur les plates-bandes non plus. Donc c'est absolument passionnant. Vous avez également, bon, je passe sur les corbeaux qui défèquent sur les passants, les taupes, les mulots, les loirs. C'est très intéressant parce que vous avez des dynasties comme les Liards qui sont officiers aussi à Versailles, qui vont lutter contre les nuisibles, donc c'est tout à fait passionnant. Chapitre 4, c'est la connexion entre le jardin et la ville. Parce qu'il me semble qu'isoler ces jardins du reste du tissu urbain n'a pas de sens. Même s'ils sont clos de grilles et de murs, ces jardins sont largement ouverts sur l'espace de la ville. Ils en partagent les nuisances et les pollutions. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'au XVIIIe siècle, on va considérer justement les jardins comme des espaces bénéfiques, prophylactiques. On est, rappelez-vous, quand même dans une période où le courant médical qui domine est le néo-hippocratisme. C'est-à-dire que l'on considère la qualité de l'air comme un facteur de salubrité. Et donc les jardins vont justement être perçus dès le XVIIIe siècle comme les poumons de la ville. C'est quelque chose qui revient très souvent dans les écrits des ingénieurs, des médecins, des architectes. Vous avez un genre qui a aujourd'hui totalement disparu. Avec la révolution pasteurienne, c'est le genre des topographies médicales. Un genre qui a totalement disparu au XIXe siècle, mais qui consistait à faire l'histoire environnementale d'un lieu avant l'heure. Et donc les jardins étaient vus comme les poumons de la ville. Or, ce que je montre, c'est qu'il faut sortir de cette vision idyllique aussi. C'est que ces jardins subissent eux aussi. Et là, ça résonne beaucoup avec nos préoccupations contemporaines. Je pense qu'on aura des liens à faire dans la discussion. Les jardins au XVIIIe siècle sont déjà des espaces qui sont menacés et perçus comme tels. Parce que des espaces qui sont ouverts aux pollutions industrielles et aux nuisances. Je prends un exemple concret, très rapide. Au Jardin du Roi, dans les années 1770, donc là vous avez le Jardin du Roi, une représentation du XVIIe, donc fondé au début du XVIIe. C'est un jardin qui va subir de très profonds agrandissements parce qu'il n'y a plus de place pour stocker les plantes. Donc on est dans les années 1770, on agrandit le jardin, et à la faveur de l'agrandissement du jardin, on bute sur des conflits de propriété. Vous avez notamment une compagnie de maréchalerie, compagnie qui assure le transport dans Paris avec des fiacres. Et donc la compagnie des fiacres revendique justement un certain nombre de terrains qui sont aussi revendiqués en même temps par le Jardin du Roi. Donc il y a un conflit juridique très très fort, et ce conflit juridique, il recourt très fortement à des arguments environnementalistes. Et d'ailleurs, ce que l'on redoute, c'est qu'en fait, ce sont les exhalaisons de cornes brûlées, donc toutes les matières protéiniques animales, et les ateliers de maréchalerie qui vont consommer du charbon de terre et du charbon de bois. Et donc on redoute que tout cela n'ait des conséquences absolument néfastes sur la santé des plantes. On ne peut, c'est ce qu'écrit le ministre de la Maison du Roi, carrément. Vous voyez, c'est le ministre qui intervient, qui écrit à Necker en 1779. On ne peut se dissimuler donc qu'elle est l'école de botanique la plus belle d'Europe et qu'elle est perdue si cet établissement des fiacres, qui entraîne avec lui l'air le plus infect pour les fumiers, l'urine croupie des chevaux, les établissements des maréchaux pouvaient avoir lieu, aucune plante étrangère n'y résisterait, et le moindre inconvénient sera de voir cet établissement désert. C'est très intéressant aussi la rhétorique du désert et de la désertion. Le comte de Buffon va encore plus loin. On veut enfermer, ombrager, infecter le Jardin du Roi en plaçant tout auprès de tous les chevaux et voitures des fiacres de Paris. L'autre argument qui est avancé, c'est que vous allez avoir des murs qui vont être édifiés. Et vu qu'on est en pleine théorisation de la photosynthèse, eh bien, de plus en plus, les savants, comme Jan Ingenus, montrent très très bien que justement les plantes ombragées par les bâtiments ou les murs élevés vont justement entraver le mécanisme de restitution de l'oxygène. À l'époque, on l'appelle l'air déphlogistiqué, donc c'est l'oxygène. Et Ingenus explique très très bien que justement les plantes ombragées ne rempliront pas ce devoir de restituer l'oxygène, voyez, mais au contraire vont exhaler un air malfaisant et répandre un vrai poison dans l'air qui nous environne. Alors c'est très intéressant, ce que j'ai montré aussi,
c'est qu'il ne faut pas être tout à fait dupe de ces arguments, parce que ces arguments qui nous paraissent environnementalistes avant l'heure sont des arguments en fait qui sont destinés à faire plier des rapports de propriété avant tout. Donc ce sont des conflits politiques. Donc il ne faut pas oublier cette dimension-là. Ensuite, ce que j'ai montré, c'est qu'il y a des aménagements qui sont très contestés. Là, on vient de le voir avec le Jardin du Roi. Et dans le 5e chapitre, je traite notamment de tous ces espaces qui sont sur les quais de Seine, puisque les Tuileries et le Jardin du Roi sont situés de part et d'autre, l'un sur la rive gauche, l'autre sur la rive droite. Ce sont deux jardins qui sont situés proches du fleuve. Or, le problème, c'est qu'à Paris, au XVIIIe siècle, les espaces fluviaux sont de plus en plus saturés. La Seine est saturée pour des questions d'approvisionnement en bois et en charbon. Et c'est absolument passionnant parce que le Jardin du Roi va se heurter à une autre logique de l'utilité publique, qui est celle de l'approvisionnement en combustible, en charbon et en bois de la capitale. Or, le Jardin du Roi va revendiquer un autre argument, une autre utilité publique, c'est l'utilité publique de l'histoire naturelle. On le voit d'ailleurs dans cet argument qui est avancé, vous voyez, l'exécution d'un projet d'agrandissement pour le Jardin du Roi, le faste et l'ostentation n'est entré pour rien dans la distribution de son plan, la noble simplicité, l'utilité publique, font seuls le mérite de vastes pépinières pour la multiplication des arbres étrangers qui serviront à l'aménagement de nos forêts. Donc il y a un projet aussi parce qu'il faut voir que le XVIIIe siècle, c'est un siècle d'angoisse vis-à-vis de la déforestation. La multiplication des arbres étrangers pour les forêts qui doivent être utiles dans les arts, des carrés destinés à la multiplication des végétaux utiles à l'agriculture et aux teintures, enfin, une culture destinée à l'approvisionnement des plantes médicinales, les hôpitaux et les hospices de charité de cette capitale. Donc deux registres d'utilité publique, et vous allez avoir justement des conflits très récurrents entre l'administration royale et des particuliers aussi qui vont demander à obtenir un emplacement sur la Seine pour stocker le charbon, etc., etc. J'ai travaillé aussi sur l'approvisionnement en eau des jardins. Et j'ai travaillé en particulier sur la question de l'aqueduc d'Arcueil, qui n'avait jamais été travaillé auparavant. Donc l'aqueduc d'Arcueil, c'est l'aqueduc qui approvisionne en eau le jardin du Luxembourg. Ce que j'ai montré, c'est que y a des perturbations constantes sur le réseau hydraulique et que les bassins sont très très fréquemment vides. Pourquoi ? Parce que vous avez des particuliers qui pompent l'eau, qui dérivent illicitement l'eau sur l'aqueduc d'Arcueil en creusant des puits dans leur propre jardin particulier. Donc en fait, il y a de vrais problèmes de régulation hydraulique. Et ça, c'est un vrai enjeu pour le pouvoir royal, sans compter la défaillance des infrastructures hydrauliques. Je ne parle même pas de la pompe de la Samaritaine. Quand vous regardez les plans, ça paraît magnifique, ça paraît être des chefs-d'œuvre de la modernité technologique en termes hydrauliques. Et en réalité, quand on plonge dans les archives, on s'aperçoit que la machine de la Samaritaine ne fonctionne jamais. Donc c'est là aussi un vrai problème. Les bassins sont vides à peu près un tiers du temps. Donc il y a évidemment tous ces problèmes. Je passe assez vite, il me reste peu de temps. Il faut conclure, d'accord. Bon, très bien. On en reparlera, mais j'ai aussi travaillé sur toutes les questions de l'espace public, qui est vraiment passionnante parce que les jardins royaux sont des propriétés donc royales, sauf qu'à la fin du XVIIIe, et on reviendra sur ce point dans la discussion, à la fin du XVIIIe, avant la Révolution française, de plus en plus de collectifs d'acteurs vont réclamer une jouissance en termes de propriété du jardin, c'est-à-dire que les riverains, les promeneurs vont demander un usage public des espaces jardiniers. Et ça triomphe sous la Révolution française, puisque les jardins, sous la Révolution, deviennent des espaces à la fois nationaux, publics et collectifs. Je m'arrête là, du coup. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation qui était lumineuse. Et puis, on va pouvoir revenir de toute façon sur la question du partage public, justement, du jardin. Comment est-ce qu'il change de statut et comment est-ce qu'il fait entrer, justement, avec le public, tout un tas de problématiques supplémentaires. On va avoir l'occasion d'en parler davantage. On va prendre une question. Oui. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Est-ce que quelqu'un veut demander quelque chose à Yann Sinovecki ? Amita ? Thank you. That was fascinating. I just wanted to know about the wild animals in the parks because I know the English aristocratic manners story a little bit, and often they kept menageries of exotic animals from other parts of the world. I just wanted to know if that was also the case here. Ouais, c'est une très très bonne question. Alors dans Paris, il n'y a pas de ménagerie avec des animaux exotiques. C'est Versailles, qui est la ménagerie du roi, où l'on importe des rhinocéros, des girafes, des lions, etc. En revanche, c'est sous la Révolution française que la ménagerie versaillaise est transférée à Paris, au Muséum d'histoire naturelle. C'est d'ailleurs une requête de Bernardin de Saint-Pierre, qui écrit un texte absolument magnifique sur le sujet.
et qui justement montre que la nouvelle ménagerie qui sera, donc c'est l'ancêtre des zoos, la nouvelle ménagerie sera justement un instrument de la propédeutique républicaine et de la pédagogie républicaine. Et que, alors même que les ménageries royales étaient des lieux d'ostentation purement aristocratique, au contraire, la nouvelle ménagerie du jardin des plantes doit être le lieu où les citoyens vont comprendre justement la nature des relations d'une part entre les hommes et les animaux, mais aussi où les animaux vont pouvoir forger en quelque sorte le creuset de l'identité républicaine, vont être justement, par exemple le lion, il y a des passages magnifiques de Saint-Pierre sur la place du lion dans la pédagogie républicaine, absolument passionnant, où il renverse complètement la symbolique royale. Mais non, à ma connaissance, dans Paris, des animaux exotiques, j'en ai pas vraiment retrouvé. Ce qu'on peut retrouver, ça, c'est plutôt des oiseaux, éventuellement les canaris. Il y a tout un marché du canari qui se développe au XVIe, surtout XVIIe siècle. Et je sais que, par exemple, au Luxembourg, vous avez des aristocrates qui donc sont propriétaires de logements, qui sont logés par le roi par brevet royal et qui logent à proximité du jardin du Luxembourg et qui demandent à avoir justement des volières pour pouvoir avoir des canaris. Mais sur les animaux exotiques, à part cela, c'est vrai que j'ai eu du mal à les pister. Et autres animaux qui sont, enfin des animaux qui sont absolument pullulants dans Paris, ce sont les chats. Mais je n'ai jamais trouvé une seule trace de chat dans les archives. Je pense que c'est pas anodin non plus, ça en dit long sur le statut encore très fortement péjoratif dont pâtit le chat. Il n'y a qu'à lire les pages de Buffon sur le chat, l'animal encore vicieux, ambivalent. Voilà. Mais merci pour la question. Merci beaucoup Yann. On applaudit Yann, merci. D'accord.